27 octobre 2024. Bienvenue à l'heure du temps, que soit donc aujourd'hui Dr Mor Gassama, qui est économiste, enseignant-chercheur à l'INSEP UCAD, et Cheikh Sakho, médecin et chroniqueur politique. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. On a écouté le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, faire une déclaration à la presse à la veille de la campagne électorale qui s'est ouverte hier à minuit. Il a dit dans sa déclaration qu'il voudrait qu'il y ait une élection apaisée, une élection dans la paix, dans la sérénité et que le meilleur gagne. Il y a eu d'autres aussi séquences dans le discours sur lesquelles nous allons revenir. Mais dans un premier tour de table, Mor Gassama, comment analyse-t-on ce discours du président de la République de Diomaye Faye à la veille de la campagne pour les législatives? Merci beaucoup Alassane. Bonjour et bonjour à M. Sakho et à vos auditeurs et téléspectateurs. Permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à la communauté universitaire suite au décès de notre collègue Ndiaga Ndiaye de l'ESP. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Nous avons vraiment écouté le discours. C'est un discours responsable, un discours d'apaisement, parce qu'à la veille d'élections aussi importantes, aussi stratégiques, aussi cruciales que ces élections législatives, le fait de tenir ce discours, je pense que ça appelle les gens ça met les gens devant leurs responsabilités. Et ça, c'est extrêmement important. Il a montré qu'il s'est placé au-dessus de la mêlée, mais au-delà aussi, il a rappelé quand même les règles qui fondent notre démocratie et notre vivre ensemble. Donc, ça ne peut être que salutaire. Maintenant, c'est en tout cas à nous de suivre et surtout de montrer qu'une élection, ce sont des enjeux, c'est une compétition. Il faudrait que ça se passe en respectant les règles de l'art. Oui, M. Sakho, sur l'aspect appel à la paix, non-violence, aller vers des élections apaisées. Merci beaucoup, M. Diop. Bonjour, M. Gassama. Bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs. Permettez-moi à l'entame d'aborder trois questions. C'est ma solidarité, ma compassion avec toutes les victimes des inondations dans notre pays. Donc à travers, en tout cas dans toutes les régions, mais plus particulièrement dans les zones du sud, du sud-est, du nord, donc jusqu'à Saint-Louis. Il y a beaucoup de drames avec des écoles inondées et même des pertes en vie humaine. Et aussi des champs inondés. Donc, j'exprime ma compassion et ma solidarité avec tout cela. Et aussi féliciter notre équipe beach soccer qui est championne d'Afrique. Là aussi, c'est bon. Concernant le discours du président de la République, je trouve que c'est un discours qui a été fait à son heure. Et l'appel à la sérénité était bienvenu, mais aussi on a senti qu'il a pris de la hauteur dans un certain sens, dans certains domaines. Nous allons y revenir plus en profondeur. Il y a en tout cas un point sur lequel en tout cas il y a discussion, il faut en tout cas avoir, c'est le point concernant l'arrestation de Bougane Gueye, de Bougane à Tambacounda. Donc là, nous allons y revenir. Mais je pense qu'il a pris ses responsabilités, il a appelé à la sérénité. Et tous les protagonistes des élections doivent respecter cela. Donc la sérénité. D'autant plus que le peuple sénégalais est un peuple mûr. Et ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc on n'a pas besoin de mettre le pays sens dessus-dessous pour aller leur parler. Voilà. Oui. Il y a un constat que le président a fait, que beaucoup de Sénégalais ont fait. C'est quelque part la cassure, la fracture qu'on est en train de plus en plus de remarquer dans la société sénégalaise. Le président a même allé jusqu'à dire que dans les familles, il y a eu des scissions, des problèmes où les gens qui ne sont pas de même bord ne se parlent même plus. Qu'il faudrait qu'on revienne à des choses beaucoup plus humaines, à nos vivre ensemble, ce qui faisait la force de ce pays. Effectivement, je pense que ce sont des choses que nous avons observées ces dernières années. Sinon, vraiment, du temps où il y avait cette dualité entre Diouf et Wade, on n'a jamais connu ça. On est dans des familles où
Certains sont avec Diouf, d'autres avec Wade, etc. D'autres sont militent au niveau de la LDMPT, etc. Donc dans la gauche. Mais les gens discutaient, ils ne brandissaient que des idées, des arguments. Voilà. Mais depuis quand même, surtout le dernier quinquennat du président Macky, là on a senti vraiment cette haine entre les populations. Vraiment, on a senti cette cassure, voilà, à tous les niveaux pratiquement. Des gens qui créent des histoires, des problèmes pour essayer d'écarter certains candidats ou certains potentiels candidats, etc. Tout cela n'a pas arrangé les choses. Et en plus, ça nous avait même mené vraiment à une situation extrêmement tendue où il y a eu des manifestations, des pertes de vies humaines, etc. Le Sénégal vraiment a traversé une période extrêmement difficile. On peut même parler de traumatisme parce que ce que nous avons vécu pendant vraiment le dernier quinquennat du président Macky Sall était extraordinaire. Il était en train entre guillemets, terroriser les populations pour imposer sa loi, ce qui n'était pas normal, parce que moi j'ai toujours dit que s'il y avait quelqu'un qui devait vraiment se battre pour les acquis démocratiques, ça devait être lui, ce qui n'a pas été le cas. Parce que accuser des gens des choses qui sans fondement, prendre des jeunes, plus de 1500, 1800 personnes, les mettre en prison, les accuser de terrorisme ou de n'importe quoi encore, pour les mettre en prison pendant 1 an, certains 1 an et demi, pour après les libérer, ça veut dire que vraiment on jouait avec notre liberté. Ce qui a été vraiment très regrettable. Et cela, forcément, peut laisser toujours des traces. Mais pour l'équilibre aussi, dans le même temps, l'opposition appelée à l'insurrection aussi. Mais il faudrait... Oui, mais équilibré. C'est important de le souligner parce que c'était une question de survie. Quelqu'un qui vous impose sa force, vous êtes obligé de résister. Voilà. Certains parlent même de violence de l'opposition, etc. Mais en réalité, l'opposition, à un certain moment, était obligée donc, de se défendre. Voilà, par tous les moyens. Quelqu'un qui a recruté plus de 4000 policiers, gendarmes en renforçant les effectifs, plus de 46 milliards pour acheter des armes, ce n'était pas pour renforcer notre sécurité. Au contraire, c'était vraiment pour imposer sa loi, voilà, faire son dictat, rien que pour aller vers ce qu'on appelle donc un troisième mandat, ce qui les populations n'ont pas accepté. Voilà, mais encore une fois, je pense que si nous tirons ces enseignements-là, on peut dire que effectivement, il était temps quand même d'appeler les gens à la raison, à l'apaisement, pour montrer que la démocratie, la politique, ce n'est rien d'autre que discuter, avoir une vision, essayer donc voilà de le traduire en acte lorsque les populations vous confient le pouvoir. Monsieur Cheikh Sakho, on a vu aussi que dans le discours du président, quelques déphasages entre lui et son parti. Bon, là où il était avant, puisqu'il a démissionné du secrétaire général de son parti, là où il dit que son parti est ouvert, que les Sénégalais compétents peuvent venir travailler. Dans le même temps, le Premier ministre fait un communiqué bien avant qu'ils le disent, en stigmatisant la nomination de M. Samayaï comme PCA de SNHLM. Après le discours du président, on sent encore dans les réseaux sociaux les réactions que certains ne sont pas d'accord avec les décisions qu'il a prises. Oui. Monsieur Diop, vous savez, cette situation de violence, comme vous l'avez dit, est apparue quand on a cessé de former les militants. Quand on a commencé à avoir des pratiques d'autopromotion de leaders qui se présentent comme des messies, qui sont capables de tout régler en un claque de doigts. Et avec des pratiques qui sont amplifiées par les réseaux sociaux, de manipulation. Et on a vu, et ça on ne peut pas le nier, on a vu des gens de l'extérieur, même de l'intérieur, attiser le feu, jeter des contre-vérités pour en tout cas ameuter les gens. Et pour vous, l'une des causes de cette situation, c'est dû au fait qu'on ne forme plus les militants. Voilà. Il n'y a pas d'accord de parti, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, on ne forme pas. Le militant, il vient, il croit à une personne, donc il ne sait pas pourquoi il se bat. Si c'est pour le bien de la nation, on n'a pas besoin d'aller saccager les biens publics et privés.
On n'a pas besoin de temps. Un militant qui est bien formé, qui sait pourquoi il se bat, ne va pas verser dans cela. C'est ce manque de formation qui crée aujourd'hui des bisbilles dans les partis politiques. Un nouveau type de militant qui pense que je dois aller à la confrontation physique avec les gens, donc en massacrant, en faisant ceci. Donc on doit faire la part des choses. Moi je dis que le président Macky Sall a un peu brouillé les pistes en ayant pris cette loi, en ayant fait voter cette loi d'amnistie. Ah oui, pourquoi? Pourquoi on a brouillé les pistes? Parce qu'on ne connaît plus qui est victime, qui est en tout cas le bourreau. Parce que tout le monde se victime, se présente comme victime et on n'a pas de bourreau. Alors qu'il fallait laisser la justice continuer son travail et qu'on établisse la vérité. Sinon, actuellement, il y a beaucoup de contre-vérités qui sont balancées de ça et là, par-ci, par-là. Et on ne sait pas qui est victime, qui est bourreau. Voilà. Ceci dit, concernant la question en tout cas du discours du président, je crois que le président Ousmane Sonko est dans son rôle. Il est dans son rôle de chef de parti. Donc quand il dit à ses militants, en tout cas, ceux qui doivent être promus, avoir des postes, ce sont nos militants. Il est dans son rôle de chef de parti. Moi, je pense, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il est dans son rôle. Mais de l'autre côté, c'est le président qui doit jouer son rôle aussi. Disant que non, je suis le président de tous les Sénégalais. Les Sénégalais ont voté pour lui. Je ne suis pas certain que les 50 et quelques pourcents de 54% des Sénégalais qui ont voté sont tous des militants de PASTEF. Non. Il y a d'autres Sénégalais qui ont cru et qui ont voté. Donc dès qu'il est président, lui, il se met au-dessus de la mêlée. Et par rapport à ça, il a la possibilité de nommer, en tout cas, aux postes civils et militaires. Et ce qu'il faut dire, c'est que le Sénégal se fera avec toutes les couches de la population, avec tous les Sénégalais, ou bien il ne se fera pas. Si un parti pense que avec seulement ses militants, ils peuvent faire ce Sénégal-là, ils se trompent. Le Sénégal se fera avec tous les fils de ce pays, ou bien il ne se construira jamais. Ça, c'est ma conviction. Pourquoi on sent qu'au Sénégal, il y a ce manque de débat d'idées? Quasiment, on a du mal à discuter autour des idées. Il n'y a que des invectives, des insultes, de la violence verbale. On ne parle pas de ce qui intéresse les Sénégalais, que ce qui fait changer le pays et ce qui fait avancer le pays. Oui, moi je pense que si on se contente d'avoir ce comportement-là, ça veut dire que déjà, ce que disait tout à l'heure le doyen Sakho revient, le manque de formation. Parce que si on est bien formé en tant que militant, on connaît déjà la philosophie du parti, donc voilà l'idéologie du parti à défendre, mais aussi... pourquoi la loi n'impose pas aux partis politiques de former leurs militants? Bon, je pense que même si la loi ne l'impose pas, les partis eux-mêmes doivent se l'imposer. Parce qu'un militant bien formé se comporte donc sans reproche, ou en tout cas de la meilleure manière possible. Mais au-delà aussi, c'est un vecteur de communication. Voilà, donc moi je pense que ne serait-ce que ça, les partis quand même doivent mettre l'accent donc sur la formation de leurs militants. Tout à l'heure, le doyen Sakho parlait donc de manque de formation qui a entraîné vraiment ces violences-là. Oui, partiellement, ça d'une part, mais d'autre part aussi, on a vu quelqu'un qui était là et qui voulait imposer la force. C'est ça aussi, parce que les manifestations, on en a connu sous Diouf comme sous Wade. Sous Diouf, avec même après 88, on a connu même une année blanche. 93, après l'élection 93, à l'université, par exemple, en 94, une année invalide. Sous Wade aussi, les gens étaient contre le troisième mandat, il y avait eu beaucoup de manifestations et quelques morts. Mais à chaque fois, les gens savaient reculer. Mais pendant ces années, il y avait quand même des écoles de parti, il y avait au moins des congrès, il y avait les universités d'hivernage. Très bien, c'est pourquoi je disais que... depuis 2000, peut-être 2022, 2023, ou bien même avant, on a senti que dans les écoles de parti, il n'y a pas d'école de parti, il y a pratiquement même de congrès. Il n'y a pas de discussion, les gens sont dans les réseaux sociaux, les discussions se font là-bas. Ils ne font pas, les débats d'idées ne sont pas agités. C'est dommage, pour les... Il y avait le Club Nation Développement où les gens parlaient, il y avait Gressen, il y avait d'autres instances.
de discussion. Oui, c'est dommage pour les jeunes militants surtout, hein, parce que eux, ils vont penser que militer, c'est voilà, suivre son leader, rester donc dans les réseaux sociaux, à défendre son leader, etc. Oui, mais c'est d'abord s'approprier de l'idéologie du parti. Et pour cela, il faudrait vous faire former par les anciens, voilà, pour connaître d'abord, on vous explique un peu l'histoire du parti, vraiment donc les principes, voilà, fondateurs même donc de l'idéologie, mais au-delà aussi comment se comporte un militant. Parce qu'un militant doit être toujours, se montrer toujours en exemple. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, cela veut dire simplement que les gens quand même doivent regarder sur le rétroviseur, hein, pour se dire que pourquoi il y a 15 ans, 20 ans, les militants, ou un peu plus les militants des partis étaient bien formés, on avait pratiquement des débats civilisés, parce que même aujourd'hui dans les débats là, rares sont les débats qui existent, et même s'il y en a, il suffit simplement que quelqu'un commence à brandir des arguments solides, si l'autre est en cours d'argument, il commence même à voilà, lancer des invectives, ce qui n'est pas correct vis-à-vis même des gens qui le suivent, etc. Donc tout cela montre un manque de formation terrible. Donc aujourd'hui, il est grand temps que les gens reviennent voilà, à l'orthodoxie, c'est-à-dire lorsque vous dites parti politique, pour moi, autant il y a la structure des jeunes, la structure des femmes, la structure des cadres, mais aussi il y a l'école du parti qui doit être fonctionnelle. Ça, c'est extrêmement important. On a constaté aussi qu'une démocratie sénégalaise sans débat, même débat télévisé, on a vu à la Côte d'Ivoire en pleine crise, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara faire des débats télévisés. Au Ghana, c'est devenu une banalité. En Afrique du Sud, même chose. Au Sénégal, on est incapable de faire des débats télévisés où les protagonistes viennent discuter. ITV avait voulu le faire avec l'école d'art oratoire de Cheikh Diallo. Le CNRA sort de communiquer pour empêcher ces débats de se faire. Est-ce que ce n'est pas une plaie pour la démocratie sénégalaise? Oui, pour moi, vous savez, tel que nous organisons ces débats-là, je me suis posé des questions par rapport aux résultats que nous attendons de ces débats. Nous débattons chacun débat pour avoir raison. Chacun se dit, voilà, je dois avoir raison sur l'autre. Mais en organisant un débat, moi je voyais que cela pour une manière de donner des portes d'action, d'intervention aux hommes politiques. En venant au débat, on vient bien sûr avec ses idées, mais en discutant avec son co-débatteur, on doit pouvoir, au lieu de chercher à avoir raison sur l'autre, on doit essayer de chercher à rapprocher nos positions. À se comprendre. Pour le bien du pays. Et celui qui est l'organisateur du débat doit être à la hauteur pour faire des synthèses, disant qu'à l'issue de ces débats que nous venons d'avoir, voici les points essentiels qui sont ressortis. Nous sommes tombés d'accord. Les deux parties sont tombés d'accord sur tel et tel point qui peuvent être réalisés ensemble. Mais il y a des désaccords qui persistent. Et ça, c'est humain. Il y a toujours des points d'accord et des points de désaccord. Et on sort du débat avec ça, avec cet acquis. Malheureusement, quand on appelle au débat, c'est pour dire qui a raison, qui a tort, qui a gagné, qui a perdu. Non. Moi, en tout cas, ce n'est pas ma conception du débat. C'est comme ça que ça se fait dans beaucoup de pays. Oui. Quand je regarde, je dis, et bien maintenant, et après, qu'est-ce que ça donne au peuple? Je crois que c'est sur ça que nous tous, nous devons travailler. Les hommes de la presse, les hommes politiques, les hommes des universitaires doivent tout réfléchir. Nous devons inventer notre manière de faire. Nous voyons ce qui se fait à travers le monde, mais nous ne devons pas copier et le planquer chez nous. Nous devons être imaginatifs et sortir avec des choses. Moi, c'est ça ma conviction. Donc moi, même si à l'étape actuelle, le CNRA dit qu'il ne peut pas y avoir de débat, je dis que le peuple n'a rien à perdre dedans. Oui. Parce que les gens seraient venus discuter et chacun chercherait à avoir raison. Oui. Les débats qu'on n'arrive pas à organiser dans un pays civilisé comme le Sénégal, on parle de grande démocratie, on vote depuis les années 1800, même les sondages politiques sont interdits de publication. C'est comme une aberration dans un pays dit démocratique. Vous faites des sondages, vous êtes interdit de les publier pour mesurer l'état de l'opinion. Oui, donc cela veut dire que certains textes sont caducs, hein, sont vraiment dépassés. Voilà, certaines dispositions des textes du CNRA
Vous savez que si vous dites à un mois des élections, on interdit tout ce qui est propagande, mais en même temps, certes, les partis politiques organisent leurs conférences, organisent leurs meetings et autres. Ça veut dire que ces textes-là ne sont plus avec le temps. Parce que vous interdisez aux différentes télévisions de sortir donc un meeting ou une conférence, les gens passent par les réseaux sociaux, etc. Dans le moment, il y a les chaînes YouTube, les réseaux sociaux. Très bien, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'ils acceptent aussi de convier les gens à une concertation pour voir vraiment comment s'adapter au nouveau contexte. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que le contexte dans lequel on avait créé le CNRA, ce contexte-là est dépassé. Voilà, il faut actualiser les textes, c'est important. Voilà, maintenant, lorsqu'on organise un débat, comme le disait tout à l'heure, les gens doivent discuter pour rapprocher des positions, mais je pense que ce n'est pas ce qui les intéresse. Hein. Au contraire, les partis politiques ou les leaders, chacun a sa vision. On voudrait plutôt que les gens viennent s'expliquer sur chaque point pour que les électeurs puissent voir parmi ces leaders ou ces partis qui a donc le meilleur en tout cas, oui, c'est ça, ça leur permet en tout cas de faire un bon choix. Voilà. Sur la santé, qu'est-ce que vous avez proposé, donc sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la recherche, sur l'innovation, etc. Et ça permet d'éclairer en tout cas le choix des électeurs. Moi, je pense que c'est ça le sens d'un débat. Voilà, qui a gagné, qui a perdu, voilà, tout ça, c'est pas le plus important. En tout cas, en tant qu'électeur, chacun, il y a quelque chose qui l'intéresse. Et à travers les débats, il pourra se dire que, en tout cas, j'ai vu un tel leader ou tel parti des propositions claires, nettes et précises. Je pense que s'il est en situation, il pourra réaliser donc quelque chose. Voilà. Sinon, de manière générale, ce qui fait aussi que souvent on n'a pas l'habitude d'organiser des débats entre les leaders, parce que souvent certains leaders, si vous les invitez, certains veulent vous imposer donc leur co-débatteur. Voilà, d'autres, vous êtes chef de parti, l'autre est chef de parti, mais comme votre parti est plus représentatif que l'autre, vous dites que non, ça doit être mon second ou quelqu'un du bureau, etc. Alors que je ne débat pas avec lui. Alors que tel ne devait pas être le cas. Voilà, donc il y en a même certains, s'ils acceptent, il suffit de leur informer de leur co-débatteur. Il y a le staff même qui va refuser, etc. Alors qu'on doit avoir cette habitude-là. Voilà, aujourd'hui, si vous êtes leader de parti, il faut se dire que vous devez être capable de débattre avec n'importe quel leader. C'est ça. Oui, moi je pense, les débats, les débats ne doivent pas s'organiser seulement au moment des élections. C'est ça ma conviction. Il doit être permanent. Ça doit être permanent. Le débat entre les acteurs politiques. Moi, je parle de ça. Et l'un n'exclut pas l'autre, hein, parce qu'en débattant, chacun expose son point de vue. Et s'il a son programme, les gens peuvent, au moment des élections, y adhérer ou ne pas y adhérer. Mais ce qui construit notre pays, c'est que nous mettions ensemble nos idées pour avancer. Nous sommes trop focus sur la période électorale, sur les élections. Quel poste je vais occuper, où est-ce que je vais, en tout cas, où est-ce qu'on va me mettre, comment je vais faire pour gagner. C'est-à-dire qu'on a une démocratie électoraliste. Électoraliste. Et ça, je crois que ça ne fait pas avancer le pays. Nous avons de brillants intellectuels, de grands cadres dans tous les domaines. Nous devrions pouvoir ensemble mettre ces idées-là pour faire avancer notre. Concernant la question des réseaux sociaux et des militants, on confond, il y a une confusion entre le militantisme et l'activisme. Un militant, quand on est dans un parti politique, il y a des règlements, il y a des statuts. C'est différent de l'activisme où quelqu'un, en tout cas, prend ses informations, ses méthodes et tout, et les balance et essaie de faire, en tout cas, un buzz. Quand on est militant, on suit des règles. On a une discipline à respecter. Malheureusement, aujourd'hui, c'est cette confusion-là qui a lieu. Il y a beaucoup d'activistes, hein, on dit que ce sont des militants de parti, alors que la discipline que demande un parti, ils ne respectent pas cela.
Je crois que ça, il faut encore, ça, on revient toujours à la question de la formation. On revient toujours à la question de la formation et des débats d'idées. Je me rappelle, nous, à notre temps, quand on était au lycée, on créait ce qu'on appelle des cercles de réflexion. Des cercles. Ce n'était pas seulement les militants d'un parti, mais ce sont entre étudiants. On prenait les ouvrages des classiques, on en discutait, et les idées, en tout cas, étaient captées, et par rapport à ça, on se forgeait notre vision par rapport au monde, comment nous devons nous comporter, dans quel parti nous devrons militer, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se faisait. Mais malheureusement, avec l'Internet, chacun a son téléphone, on est dedans, on capte des idées par-ci, par-là, et on se contente de cela. C'est ça le problème. Je crois qu'une réflexion profonde doit se faire au niveau des universitaires, au niveau de la presse, au niveau en tout cas de tous les intellectuels de ce pays, à tous les niveaux, pour voir comment en tout cas nous devons faire. Je crois que nous devons faire preuve d'imagination. Nous avons un bon outil qui est le net, l'Internet, mais je pense que l'utilisation actuelle que nous en faisons ne peut pas nous aider à nous en sortir. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit Dr Cheikh Sakho, qui est médecin et chroniqueur politique, et Dr Mor Gassama, économiste et enseignant-chercheur. Mor Gassama, on a vu que dans le débat encore dans ce pays-là, que le PASTEF avait dit que ce n'est pas un parti de transhumance. Mais depuis quelque temps, on voit de partout les gens venir rejoindre le PASTEF, demander à voter pour le PASTEF. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il avait défendu hier, ce parti est en train de s'effriter? En tout cas, c'est très difficile de dire le contraire, hein, parce que si quelqu'un était donc militant ou en tout cas partisan du parti au pouvoir, qui s'est battu pour vous empêcher d'arriver au pouvoir, une fois au pouvoir, maintenant il se rapproche pour maintenant venir vous soutenir. On peut utiliser n'importe quel terme qu'on veut, mais je pense que le mot transhumance va toujours revenir. Voilà. Maintenant, Dieu a fait qu'il y en a certains, s'ils sont du côté du pouvoir, une fois qu'ils perdent le pouvoir, il leur sera très, 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 très difficile de rester dans l'opposition parce qu'ils ont déjà leurs vieilles habitudes qu'ils veulent conserver. Voilà. Je me rappelle encore des alertes que je donnais à des amis et des frères au Parti démocratique sénégalais lorsque quelqu'un me disait à l'époque, voilà, il y a trop de gens qui ne travaillent pas. Je préfère même qu'on perde le pouvoir, voilà, pour que ces gens quittent. On se bat encore pour revenir. Je lui ai dit que mon frère, vous êtes en train de vous tromper très lourdement. Ces gens qui ne connaissent pas le pouvoir, ça ne les dérangeait pas du tout de rester dans l'opposition. Mais une fois qu'ils ont commencé à goûter aux délices du pouvoir, il est extrêmement difficile de rester dans l'opposition. Voilà, et c'est ce qu'on a constaté. Il y a certains, vous regardez ces 20 ou 30 dernières années, ils n'ont jamais milité dans l'opposition. Voilà, à chaque fois, ils sont partis au pouvoir. Voilà, il y a un changement, encore, il rallie. Maintenant, après, quelqu'un qui a la pression de vouloir court que court avoir donc, une majorité à l'Assemblée nationale, si des gens viennent pour vous soutenir, parfois, entre guillemets, sans condition, il va être difficile de les rejeter. La seule chose qui vous intéresse, c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir vous concentrer dans le déroulement, en tout cas, de votre programme. Maintenant, ce n'est pas dit que ces gens-là vont relier, que vous allez forcément les donner des responsabilités. Voilà, ce qui est sûr, c'est que cette philosophie peut toujours demeurer. Voilà, et qu'on espère que ce n'est pas parce qu'on a relié et voilà qu'il n'y aura pas la réduction des comptes. Ça, je pense que c'est une demande nationale. On se souvient encore du temps du président Macky Sall. Au début, c'était pareil. On a même publié une liste des gens qui devaient être convoqués par la justice, etc. Mais dès que ces gens-là ont relié, c'est devenu comme une lettre morte. Voilà. Mais avec ces réformes de la justice, on pense qu'on reste dans l'opposition
ou qu'on vienne rallier donc au niveau donc du pouvoir, ça ne changera pas grand-chose. En tout cas, la justice devrait faire correctement son travail. Oui. Hier, pas de transhumance parce que c'est un terme qui a été arboré. Aujourd'hui, on reçoit à bras ouverts ceux qui transhument, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser. Est-ce qu'il y a une peur, certains des partis au pouvoir, par rapport aux prochains résultats de la législative qui font qu'aujourd'hui, on ramasse tous les azimuts? Oui, d'abord, concernant ceux qui transhument, je crois que c'est une question de principe. Pourquoi on est entré en politique et quelles convictions nous avons. Je crois que c'est ça le problème. Parce que quand on a des principes et une conviction, quand on pose des actes politiques, on les mesure. Mais si on les mesure seulement, comme le disait M. Gassama, au baromètre de notre bien-être personnel, facilement on peut retourner sa veste facilement. C'est ça le problème. Mais de l'autre côté, on ne peut pas incriminer l'autre parti, aujourd'hui PASTEF, de ne pas accueillir les gens qui viennent vers lui. Je crois qu'aucun parti aujourd'hui ne va faire cela. Que quelqu'un vous dise, voilà, moi je veux venir chez vous, même s'il était dans l'opposition, il vous tirait dessus, il dit qu'il va venir renforcer, en tout cas augmenter le nombre de vos militants, vous n'allez pas le rejeter. Vous allez le prendre. Même si dans l'opposition, on avait défendu la position contraire? Même si dans l'opposition, il a défendu la position contraire, le parti, parce que... où sont les principes que vous annonciez? C'est ce que je dis. Les principes, c'est la personne. Aujourd'hui, moi, je ne ferai pas cela. Avec les principes que j'ai, je ne vais jamais, en tout cas, quitter pour aller dans un autre parti parce qu'il est arrivé au pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Mais le parti qui reçoit, il va le recevoir parce qu'il a ses intérêts. C'est l'intérêt du parti qui le reçoit. Les intérêts sont au-dessus des principes, c'est ça? Ils vont massifier leur parti. Je demande si les intérêts du parti sont au-dessus des principes. Ils ne sont pas au-dessus. Ils ne sont pas au-dessus, mais il ne peut pas dire à quelqu'un qui vient adhérer, non, tu ne vas pas adhérer. Je crois qu'aucun parti au monde ne ferait cela. Quelqu'un qui vient pour adhérer au parti. Et pourtant, il y a certains militants de PASTEF qui ne sont pas d'accord avec cette transhumance. Des militants de PASTEF peuvent ne pas être d'accord. Les militants de base et tout ça, ils peuvent dire non, nous on n'est pas d'accord que les gens viennent chez nous. Mais je pense que politiquement, ce n'est pas en tout cas stratégique. Ce n'est pas en tout cas une bonne stratégie. Il faut laisser les gens venir. Et tout ce qu'il y a, c'est que votre parti, vous avez votre vision, vous avez votre ligne. S'il vient, il accepte de travailler sur votre ligne, sur vos principes, vous continuez dans ce sens-là. Donc ça c'est important. Bon, je veux juste aborder un point. Allez-y. C'est par rapport au... vous savez, dans le cadre de ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'on a ce qu'on appelle un courant populiste. C'est-à-dire que, pour moi, je vais donner ma définition. C'est une pratique qui consiste à dire à la population ce qu'elle veut entendre, de lui faire voir ce qu'elle veut voir, en tout cas pour atteindre les objectifs. On le fait et on y arrive. Mais il y a le revers de la médaille. Parce que dès que vous entrez dans cela, si vous prenez des actes en tant que leader, cette population-là qui est avec vous, vous les avez déjà habitués oui. à entendre et à voir ce qu'ils veulent. Ils vont se dire non, ce que vous avez fait là, ce n'est pas ça que nous voulons voir ou entendre. Et c'est comme ça. C'est le revers de la médaille. Et ce que PASTEF est en train de vivre aujourd'hui, les leaders de PASTEF sont en train de vivre, surtout le président de la République. Et ça, pour ça, je dis qu'il faut faire attention de ne pas fragiliser nos institutions. On a fait avec la nomination de quelqu'un de Thiès là, les gens ont levé la voix, ils l'ont enlevé. On veut le faire avec M. Ndiaye. Et ça, il faut faire attention, il ne faut pas qu'on fragilise. Ça, je crois qu'il faut attirer l'attention, en tout cas de tous les leaders par rapport à ça. Aucun Sénégalais n'a intérêt
à fragiliser notre président. Aucun Sénégalais. Et ça, je crois que c'est important. Par contre, de l'autre côté, Ousmane Sonko est le chef de PASTEF. Les actes qu'il va faire et qu'il va poser, c'est pour renforcer son parti. Et donc, nous devons faire la part des choses par rapport à ça. En tout cas, dans le cadre du parti, on doit pouvoir, en tout cas, faire des actions, mais aucun parti ne doit entraîner la faiblesse de nos institutions. Donc, nous ne devons pas l'accepter et nous ne devons pas continuer, en tout cas, à regarder parce que c'est le président même qui a, dès qu'il a posé ce premier acte-là de Thiès, c'est fini, il a ouvert une fenêtre qui, si on ne prend garde, risque de nous coûter très cher parce que il va y avoir énormément de remous dans notre pays par rapport à ça. Oui, rapidement. Oui, ce que le doyen a dit là, donc c'est intéressant, mais il faudrait surtout retenir que les militants vivent toujours leur idéal. Voilà, mais comme on a l'habitude de dire, entre le mal et le moindre mal, il faut préférer le moindre mal. Le moindre mal, c'est de massifier le parti et d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Parce que quand même, ce que le parti au pouvoir, le PASTEF, a vécu ces 6 premiers mois, je pense, au niveau donc, de l'Assemblée nationale, il ne compte pas quand même vivre durant son premier mandat. Donc ça veut dire que, quoi qu'on puisse dire, l'idéal serait d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour permettre d'apporter les réformes nécessaires, voilà, et pouvoir dérouler correctement. Maintenant, je veux juste ajouter très rapidement. Une seule mise en garde. Ce qu'on a vu avec Abdou Diouf, ce qu'on a vu avec Abdoulaye Wade, c'est que on crée un château de verre autour du président. Dès qu'on a un poste de responsabilité, on crée autour de vous un château de verre et on vous coupe des réalités. Et ça, on l'isole. On l'isole. Abdou Diouf, je crois que ceux qui se rappellent, c'est la conférence de presse entre les deux tours. Quand les journalistes lui demandaient est-ce que vous êtes au courant que... Je n'étais pas au courant. Il dit non, je n'étais pas au courant. C'était pathétique en regardant qu'un chef d'État soit à ce niveau-là. Abdoulaye Wade a dit après la même chose. Ça veut dire qu'il était un peu coupé avec des réalités. Ça nous permet d'aborder la question importante, c'est la dernière question, c'est justement par rapport à cette situation, les Sénégalais se plaignent de plus en plus de la situation économique du pays, la situation financière du pays. Beaucoup d'entreprises, même de l'État, sont en train de déflater, de renvoyer les gens. Vous allez à l'inspection du travail, vous trouvez des milliers de travailleurs qui ont été licenciés. Ils ne comprennent pas la situation du pays qui est devenue très dure. Oui, Alassane. Juste une minute pour... le temps. Oui, parce qu'en fait... Alors, c'est une question. D'accord. La situation économique. Oui, c'est la situation économique. Extrêmement difficile. Effectivement, on a senti que vraiment donc, les prix ont flambé. Hein, même si tout au début, le nouveau régime avait pris quand même le temps de baisser quelques prix en acceptant de supporter 53 milliards donc voilà, de subventions, mais la marge de manœuvre était faible, hein, parce que le commerçant, par exemple, si vous prenez juste l'exemple du riz, quel que soit votre désir de vouloir baisser les prix, les discussions avec les commerçants ne peuvent porter que sur le stock qui est disponible, parce que lorsqu'on va renforcer le stock, voilà, on part de l'autre côté, on voit que les prix ont augmenté, on ne peut pas revenir pour vendre au même prix, sauf si l'État accepte encore de faire beaucoup plus d'efforts dans les subventions. Voilà, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Ce sont des efforts qu'il faudrait orienter dans la production pour régler de manière durable le problème. Voilà. Maintenant, pourquoi il y a ces difficultés-là aussi? Parce que les investisseurs ont besoin d'être rassurés. Voilà, donc pour l'instant, avec tout ce que les gens ont connu avant l'élection présidentielle, tout ce qu'on a vu au début du mandat au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pas encourageant pour quelqu'un qui est là, qui veut investir, comme quelqu'un qui veut venir au pays pour investir. Mais j'ose espérer qu'après les élections législatives, surtout lorsque vraiment le parti au pouvoir arrive à avoir ça, une majorité confortable,
je pense que ça va rassurer davantage les émissaires nationaux comme étrangers afin de faire bouger les choses. Mais pour l'instant, quoi qu'on puisse dire, on le sent à tous les niveaux. Et la situation économique du pays aujourd'hui, où les Sénégalais constatent que sur les marchés, les prix ont flambé, les locataires sont en train de renvoyer de leur maison, les salaires sont pratiquement plus payés dans certains ministères et même dans certains structures de l'État et certains aussi entreprises privées, c'est inquiétant. Oui, effectivement, c'est inquiétant. D'abord, il faut dire que cette situation, comme l'a dit M. Gassama, découle de faits réels qui touchent tous les pays du monde. Mais il y a des facteurs dans notre pays que nous-mêmes, nous avons créés. Lesquels? D'abord, c'est l'instabilité que nous avons vue un moment dans notre pays. Ça, je crois que c'est clair. Tous les investisseurs ont fait un coup de frein par rapport à ça. Mais aussi, je parle des nouvelles autorités qui sont arrivées avec les élections, avec ces élections, il y a certaines déclarations. On a entendu le Premier ministre quand il parlait de manipulation des chiffres et tout cela. Mais les bailleurs et les investisseurs, en tout cas, en entendant cela, vont dire, mais c'est quel pays? Et tout ça, ça va entraîner, en tout cas, certains blocages. Et ça, c'est important. Mais de l'autre côté aussi, il faut réfléchir, parce qu'entre-temps, nous avons vu des pères de famille qui ont perdu leur poste de travail. Nous avons vu des entreprises qui sont en train de fermer. Et ça, je crois que ça interpelle les autorités au prix parce que si les prix flambent et que de l'autre côté, le pouvoir d'achat baisse, parce qu'on a de plus en plus de chômeurs et tout cela, et les inondations viennent s'ajouter à cela, donc il y a un problème, en tout cas, qui est là, qui interpelle au plus. C'est ce qui fait que moi, je dis qu'il y a beaucoup de querelles, que nous sommes en train d'aller sur des choses qui n'en valaient pas la peine. Ce que nous devrions avoir, c'est dire que maintenant, il y a cette situation-là, parce qu'en venant, les tenants du pouvoir actuel savaient qu'il y avait cette situation-là, qui risquait même de s'aggraver. Donc, il y avait même des promesses par rapport à ça. Donc, il fallait trouver les voies et moyens pour mettre de la sérénité et commencer à poser les jalons, en tout cas de cela. Cela va rassurer tout le monde. C'est vrai qu'il y a des actions qui sont posées avec la concertation, avec le secteur privé, donc qui est là. Mais il y a beaucoup d'autres aspects à faire. Je ne sais pas si on aura le temps de parler du plan qui a été mis en place pour le Sénégal 2050. 2050, oui. Avec la création de pôles économiques, c'est intéressant. Il y a l'industrie et tout, je ne parlais pas sur ça, mais je dirais un mot sur l'agriculture. C'est-à-dire que si on veut créer des pôles économiques, on veut que notre pays se développe, le système que nous avons actuellement avec des producteurs individuels, ça et là, moi j'ai la conviction que nous n'allons pas sortir notre pays de la pauvreté. Au temps du Mamadou Dia, il avait parlé des coopératives villageoises. On crée des coopératives, l'État donne les moyens à ces coopératives-là, et c'est là qu'on va faire de grandes productions avec une intégration. Production, transformation. Oui, le pouvoir annonce des coopératives dans les communes. Et ça, avec 200 hectares par commune. Je salue fortement cette idée-là. Il faut qu'on y aille. Et Dieu sait que pour y arriver, il faut faire beaucoup attention. Il y a beaucoup de pièges. Il faut déjouer beaucoup de pièges. Parce qu'on a des féodaux, des grands barons dans des localités qui vont, en tout cas, si on prend garde, qui risquent de détourner. De s'accaparer des terres. De s'accaparer de cela. Donc, c'est une excellente idée. Il faut aller vers ça. Ça va augmenter l'industrialisation et ça va créer. Pour terminer, en faisant tout cela, il faut aussi permettre améliorer les voies de communication. Le chemin de fer, je l'ai entendu, donc c'est une bonne chose. Les voies, les routes dans les zones comme Tambacounda, Matam, Ziguinchor, et même dans la zone de Mbour, ici, vous allez dans des localités, vous allez dans le campement Guéhor,
jusqu'à Tentoubab, Tanguis. Mais si on vous dit qu'il y a des doutes de cette nature-là, là-bas, vous n'allez pas le croire. Et les gens souffrent énormément, surtout pendant l'hivernage. Même à Dakar. Même à Dakar. À la place de l'indépendance, Voilà. il n'y a plus de route pratiquement, ils Voilà. sont tous cassés. Donc si on veut produire et transporter et que les personnes puissent en tout cas transporter leur production et les vendre, il faut que tout ça puisse aller. Et moi je suis pour les coopératives. Je ne crois pas aux producteurs individuels là qui font croire qu'ils peuvent cultiver et sortir notre pays. Non. Je crois à la collectivité. Et c'est comme ça que nous devons faire. Ça demande de la production, comme il a dit. Le plan national de développement 2050 en a parlé par rapport aux coopératives communales. On a l'impression de revivre la même chose. Le PSE avait annoncé ça, Abdoulaye l'avait annoncé, Senghor l'avait annoncé. On a l'impression qu'on fait de surplace dans ce pays-là. Il y a beaucoup de littérature, peu d'action. Oui, je pense que je l'ai dit chez vos confrères. Ça parle beaucoup, ça agit peu. Le Sénégal n'a jamais eu de bons documents. Le véritable problème, c'est l'action. Voilà, les hommes qui vont vraiment traduire en actes donc, ces décisions-là. Et je pense que les nouvelles autorités... Mais pourquoi on a ce problème-là aujourd'hui d'action dans ce pays? Non, parce que déjà, si vous regardez du côté du président Wade comme du président Sall, le problème c'est posé d'abord au niveau du choix des hommes, mais aussi du suivi donc, de certaines décisions. Voilà, rien que... Et de rendre compte. Oui, parce qu'il faut faire suivi et évaluation. Parce que lorsque vous faites l'évaluation, vous vous rendez compte. Si ce qui n'a pas marché, il faut changer. Par exemple, si je vous donne juste le cas du Prodac, où on vous disait qu'il y avait 9 qui étaient prévus. Hein, voilà, 9 donc domaines agricoles communautaires. Je pense qu'il n'y en a que 2 qui sont fonctionnels. Alors que l'argent était déjà déboursé et tout. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Maintenant, si vous dégagez autant d'argent, vous prévoyez autant d'emplois, mais aussi vous prévoyez aussi un niveau de production assez élevé, mais après les choses ne fonctionnent pas, vous ne pouvez pas débloquer des moyens et ne pas être sur le terrain pour vérifier. Voilà, autrement dit, il faut essayer en tout cas de continuer à faire le terrain pour vérifier les actions. Voilà, et l'avoir suivi, par exemple, ou en tout cas par l'actuel ministre de la Culture, est assez rassurante parce qu'au moins, il fait le terrain pour vérifier ce qui se passe en attendant maintenant de prendre certaines décisions fortes. Parce que aujourd'hui, si vous voulez vraiment développer la culture, vous ne pouvez plus vous contenter de faire certains trucs de manière individuelle. Voilà, il faut en même temps promouvoir l'agrobusiness. Voilà, le Sénégal qui travaille pour nourrir 5 ou 10 millions, aujourd'hui on est à 18 millions et voilà, dans les 25 ans on sera à 39 millions. On est obligé de modifier voilà, radicalement aussi nos habitudes voilà, de production, autrement dit de moderniser davantage l'outil de travail pour améliorer significativement le niveau de productivité. Il a pas posé une question importante, c'est la gouvernance. L'argent qu'on met, il y a des prédateurs qui prennent l'argent des pieds, qui les pillent. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux cherchent à devenir députés pour chercher l'immunité. C'est une question très importante. Et vous dites pourquoi on fait du surplace. C'est parce qu'il y a toujours une poignée d'individus. Les voleurs ne sont pas sanctionnés. Qui essaient de préserver leurs intérêts. Et beaucoup cherchent à la députation aujourd'hui pour se cacher derrière l'Assemblée nationale. Voilà, je parle d'abord des questions économiques. Par exemple, si l'État dit que je veux faire des coopératives, vous allez voir, les gens sont tellement imaginatifs qu'ils vont trouver des mécanismes pour détourner ce que l'État va mettre en place à leur profit. Il n'y a pas de sanction après. Voilà. Et ça, je crois que là, c'est pour arriver à votre question, c'est la réduction des comptes et la sanction. La sanction peut être positive ou négative. C'est-à-dire qu'on peut avoir de bons exemples qu'on va montrer aux gens, à la population. Voici, tel monsieur, on l'a mis à telle place, voici comment il a géré. Voici ce qu'il a eu comme résultat. On le montre concrètement et on le donne en exemple à nos jeunes. Je crois que nous devons donner des exemples à nos jeunes. Et les voleurs, on fait quoi avec? Les voleurs, on doit les traiter comme tels, selon la loi. Les présumés voleurs, nous disons présumés, c'est la justice qui va confirmer qu'ils sont des voleurs. C'est pour cela je dis que le Premier ministre ne devait pas s'attarder sur ces questions.
il devait prendre les dossiers et les donner à la justice, que la justice fasse son travail. Nous avons des gens, en tout cas compétents, à ce niveau-là, qui peuvent faire le travail. Et s'ils ils font le travail et qu'ils donnent l'exemple, qu'ils disent que voilà, on a fait le point, voici tel monsieur a fait voici la sanction qu'il a reçue. On donne ça en exemple à tout le monde et on instaure la culture de la reddition des comptes. Aujourd'hui, quand on dit on va auditer quelqu'un, c'est comme si c'était en tout cas un scandale. Mais l'audit doit être est naturel. Ceux qui ont l'habitude de travailler dans des programmes et projets et tout ça savent que l'audit, ils reçoivent régulièrement des audits et les rapports sont là. Ouais. En tout cas, dans les pays normaux, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, le temps qui vous est parti donc terminé. On a pris une minute de plus. Oui. Merci à Dr Mor Gassama, économiste, enseignant-chercheur à l'INSEP UCAD, Cheikh Sakho, médecin et chroniqueur politique. À la technique, Amadissi, aux manettes aussi pour l'internet, Charles Koulibaly. Bon dimanche.